c'est ce qui est actuellement admis dans l'élaboration des recommandations thérapeutiques. D'ailleurs, toutes les sociétés savantes, à savoir les sociétés européennes de diabète, les sociétés rénales, la National Kidney Foundation, les CADIGO, l'Européenne Société de Cardiologie, les sociétés donc, pour la qualité également et la prise en charge des reins, donc utilisent ces recommandations, surtout le débit de filtration, l'albumine, dans l'évaluation du risque chez les diabétiques. Nous, les cardiologues, généralement, nous avons le score de risque européen qui intègre donc l'insuffisance rénale dès le stade 3 ou bien l'insuffisance rénale dès le stade 4 comme facteur à risque élevé, voire même très très élevé. Mais généralement, ces recommandations se basent seulement sur le débit de filtration glomérulaire. Comme je vous l'ai dit, on n'intègre pas l'albuminurie dans la stratification de risque cardiovasculaire, nous les cardiologues. Contrairement aux insuffisants rénales, aux néphrologues, donc dans les recommandations de risque, en plus de ce tableau, il intègre l'albuminurie, parce que l'albuminurie est un facteur de risque majeur. Il faut savoir qu'il y a un débit de filtration glomérulaire pareil. Dès qu'on a une albumine plus de 300 mg, le pronostic il change. La mortalité augmente de 2 à 3 fois. C'est dire l'importance de ce facteur de risque. Donc, le cœur de l'insuffisance rénale, c'est un cœur à risque auquel s'associent généralement les effets secondaires de la dialyse, donc de l'épuration. Un malade IRC ou un malade dialysé doit être suivi par l'échographie. Et d'ailleurs, les recommandations des sociétés savantes néphrologues, surtout les CADIGO, donc, mettent en ligne, donc en avant-garde, surtout cette échographie. Donc, l'écho, c'est l'élément principal pour l'évaluation du risque et la stratification également. L'écho, chez le malade hémodialysé, va chercher donc plusieurs paramètres, entre autres les tailles, la volémie, surtout par le biais de la veine cave inférieure, et donc de son diamètre, qu'on doit indexer. Donc, d'autres paramètres, à savoir le volume d'éjection, le débit cardiaque, le flux mitral de remplissage, les flux veineux pulmonaires et les pressions des cavités droites. Cet écho, généralement, donc, va essayer de mesurer par le biais du flux mitral les pressions de remplissage pour voir s'il y a une dysfonction diastolique. Va essayer également de mesurer par le biais du Doppler tissulaire la fonction systolique, lente E sur E', le flux veineux pulmonaire donc, pour rechercher donc, une augmentation des pressions de remplissage. Tout ça doit figurer dans un compte rendu détaillé quand on nous réfère un malade pour une échocardiographie, donc un IRC ou un hémodialysé. Bien sûr, le temps de relaxation, le Doppler, comme j'ai dit, et surtout la veine cave, sa mobilité et sa variabilité respiratoire. Et bien sûr qu'il faut indexer, parce que les néphrologues nous demandent toujours d'indexer la veine cave inférieure. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'écho d'un malade IRC chronique? Souvent, c'est les épanchements péricardiques. Donc, généralement, c'est un signe de mauvaise dialyse ou d'hypervolémie. Actuellement, donc, ces épanchements péricardiques signent donc un signe d'hyperhydratation. Ce malade, c'est-à-dire qu'il dialyse très mal. Ou une hypervolémie. Les épanchements classiques, anciennement décrits, fibrinogènes, les épanchements sont actuellement donc, rares. On ne les voit plus donc, généralement dans les échos. Ça, c'est les épanchements uriniques d'autrefois. Les calcifications, il faut les rechercher systématiquement parce qu'elles sont corrélées généralement à une mortalité cardiovasculaire très très importante. Ces calcifications, elles ont eu plusieurs origines. Donc généralement, c'est les anomalies du métabolisme phosphocalcique, les remodelages donc, les anomalies d'accroissance. Donc il y a une anomalie donc, au niveau du tissu osseux chez le malade insuffisant rénal chronique. Donc tout le calcium de l'os va venir se déposer au niveau des vaisseaux et au niveau des valves. Donc, la présence de calcification est corrélée donc, à une mortalité très importante. D'ailleurs, dans le compte rendu, en plus donc, de l'évaluation du péricarde, il faut signaler s'il y a des calcifications. Et bien sûr, les calcifications ont un siège préférentiel, surtout chez les IRC, au niveau de la valve mitrale et particulièrement au niveau donc, de la valve postérieure. Ils peuvent aboutir donc, à des insuffisances mitrales parfois massives et surtout à des sténoses mitrales dans 28% des cas. Avec des gradients très très élevés. La particularité également de ces calcifications, surtout la sclérose des valves chez les malades IRC, donc le prototype donc de cette valvulopathie la plus fréquente chez l'IRC, c'est surtout le RAC, donc le rétrécissement aortique, donc, qui peut être secondaire donc, à des facteurs hémodynamiques, les variations constantes de volume, ce qui majeure les traumatismes au niveau des sigmoïdes aortiques, responsable de fibrose et de calcification, l'anémie, la fissure, l'hyperhydratation vont entraîner une augmentation du débit cardiaque et surtout les anomalies du métabolisme phosphocalcique. Donc tout ça va concourir à provoquer donc, des rétrécissements aortiques, contrairement donc, aux rétrécissements aortiques chez un sujet normal qui sont d'évolution généralement insidieuse, 0,05 à 0,1 cm² par an. L'hémodialysé, c'est un cas très particulier. Il faut faire très attention au rétrécissement aortique chez le malade insuffisant rénal parce que l'évolution de la surface aortique se fait de façon très rapide. Généralement, une baisse de 0,3 cm², c'est-à-dire un malade qui a 1 cm, l'année prochaine sera à 0,7, donc il est déjà au stade opératoire. D'où l'intérêt de faire des échos de suivi qui doivent être répétés tous les 6 mois.
parce que ça va poser des problèmes, surtout pour la difficulté de l'hémodialyse, l'ultrafiltration, par le biais du bas débit, par le biais de l'hypotension, et ça peut être responsable de syncope. Donc, une dialyse trop forte ou bien une hypervolémie va provoquer des changements de variation au niveau du volume et provoquer donc des syncopes chez ces malades et être responsable de mort. Donc, il faut savoir que le pronostic des malades opérés pour RAO chez les malades insuffisants rénaux est surtout dialysé. Donc, elle est généralement pas bonne. En général, pour les malades qui vont dialyser, la survie ne dépasse guère les 2 ans, particulièrement si un pontage y est associé. La recherche de la coronaropathie également est systématique parce que souvent ce sont des malades qui sont délaissés, ils sont insuffisants rénaux, donc on cherche très mal l'insuffisance coronaire chez ces malades. Donc il y a plusieurs algorithmes, mais malheureusement ils ne sont pas donc de mise à jour. Ce sont des algorithmes de 2005. Il faut savoir que chez des malades dialysés asymptomatiques, ECG et écho avant l'instauration de la dialyse, si l'ECG montre une ischémie typique, d'emblée c'est la coro. Sinon, si l'ECG et l'écho sont normaux, c'est des contrôles annuels. Quand on a une FEVG basse, moins de 40%, d'emblée, on fait donc un test de viabilité, à savoir écho de stress ou d'obus. Donc, si elle est positive, vraiment avec une forte positivité, plus de 10% de segments, c'est la coro. Sinon, si le maladie est symptomatique, un dialysé qui fait de l'angor, de l'insuffisance cardiaque ou de l'hypotension inexpliquée, ce sont des malades qui doivent être confiés à la coronarographie. Sinon, on peut dépister par d'autres algorithmes, à savoir c'est les mêmes algorithme de dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse chez les diabétiques. Dès que nous avons de la protéinurie ou bien de la microalbuminurie avec au moins 2 facteurs de risque traditionnels, là, c'est l'ECG. S'il montre une ischémie typique, c'est la coronarographie. L'épreuve d'effort, si elle est réalisable et positive, fortement positive, c'est la coro. Négative, c'est surveillance. Faiblement positive, là, c'est l'écho de stress ou l'écho de stress ou d'obus. Si vraiment la positivité montre des anomalies de perfusion plus de 10%, donc on va faire le malade à la coro. Moins de 10%, c'est des épreuves toutes les 2 ans. Mais généralement, il faut savoir que l'épreuve d'effort, parfois, elle est impossible, voire même incomplète, et on est obligé de passer directement aux autres examens de dépistage. L'hypertrophie qu'on rencontre généralement chez les malades insuffisants rénaux, elle est très fréquente, elle est très péjorative, elle est donc corrélée à une mortalité cardiovasculaire très très importante. Le mécanisme physiopathologique, c'est la fibrose myocardique extensive. Et d'ailleurs, cette hypertrophie, on la rencontre, donc plus on évolue dans le stade de la maladie, plus elle est fréquente, pouvant atteindre jusqu'à les 50% au stade de 5, 4 et 5. La cardiopathie, donc l'atteinte musculaire chez l'insuffisance cardiaque chez l'insuffisant rénal chronique peut être de 2 types. Donc l'insuffisance cardiaque AFE altérée, c'est le tableau classique, et AFE conservé, généralement 40-50%, c'est toujours la fibrose myocardique qui est responsable. Dans le premier tableau, généralement AFE conservé, ce sont surtout des tableaux d'OAP flash qu'on rencontre, des tableaux d'angor, d'ischémie, de troubles du rythme. Le traitement, c'est le même traitement conventionnel, sauf qu'il faut juste noter que le traitement de l'anémie ne doit pas dépasser les 12-13 grammes dans les recommandations, parce qu'au-delà, la mortalité et le taux d'AVC, il est très important. Pareil pour l'insuffisance cardiaque, donc à fraction d'éjection basse, c'est le même traitement et schéma habituel qu'une insuffisance cardiaque chez un malade non insuffisant rénal. La mort subite, c'est la première cause de décès chez les patients hémodialysés et représente 25 à 27% de la mortalité dans la population. Donc, elle a une incidence majeure, pratiquement de 7% par an. Donc, il faut vraiment la prévenir. Bon, difficilement, plusieurs moyens de prévention, mais il faut savoir que vraiment, ce qui grève le pronostic des hémodialysés, surtout la mort subite, après 2 ou 3 jours de dialyse insuffisante. L'HTA et le rein, c'est qui l'effet ou la cause. Il faut savoir que l'HTA et la maladie, l'interaction entre les deux, elle est complexe. L'HTA, c'est une cause potentielle d'IRC dans la mesure où elle est responsable de 30% des cas d'IRC terminal. L'HTA, c'est également une conséquence de l'IRC. Environ 80% des patients souffrant d'IRC présentent un HTA ou un autre moment de l'évolution de la maladie rénale chronique. D'ailleurs, dans les recommandations, ce qui est rein et HTA, il faut toujours, tout malade hypertendu diagnostiqué doit bénéficier donc d'un dépistage, d'une estimation du débit de filtration glomérulaire, d'une recherche donc de la protéine urinaire, soit par bandelette, soit sur le spot urinaire. D'ailleurs, il faut toujours, nos malades doivent avoir un débit de filtration glomérulaire. Il faut savoir que le rein, c'est un organe compensateur et que la créate à elle seule n'est pas un bon reflet pour l'insuffisance rénale. Il faut savoir que le rein, il faut qu'il y ait une destruction néphrotique
chronique de 70% des néphrons pour que le rein s'exprime et que la créate augmente. Donc la créate, c'est un mauvais reflet. Tous les malades hypertendus doivent bénéficier d'une estimation du débit de filtration glomérulaire et éventuellement d'une albuminurie qui doit être classée en 3 stades. Parce que le pronostic, donc, il est greffé en fonction de ces 2 paramètres. Que disent les recommandations donc, de la Société européenne et même les recommandations de ces sociétés de néphrologie? L'albumine en moins de 30, les chiffres tensionnels de 14,9, comme tout le monde. Une albuminurie de 30 à 300, 13,8. Indication préférentielle pour les IEC et ARA2. Albuminurie massive plus de 300, toujours inférieur à 13,8. Indication même, donc préférentielle IEC ARA2 qui stoppe la progression de la néphropathie. Quelles sont les indications des bloqueurs du système rénal-angiotensine selon la GNC 8? Donc pratiquement tout ce qui est insuffisance cardiaque, post-infarctus, insuffisance coronaire, diabétique et néphropathie chronique. Donc voilà, c'est les études. Donc il faut savoir que les associations IEC-ARA2 ou bien plus aliskirène ou IEC-ARA2 en même temps est très dangereuse. Actuellement, elle est bannie. On ne recommande plus cette association, sauf dans certains cas particuliers où une protéinurie massive est présente. Parce que ça augmente de 66% les risques d'hypotension, 55% les risques d'hypercalémie, 41% les risques d'insuffisance rénale et 25%, et dans 27%, il y a un risque d'arrêt de traitement pour effet secondaire. Donc, on utilise souvent les ARA2 et les IEC parce que ce sont les seuls qui ont prouvé donc, leur bénéfice dans la néphropathie et le ralentissement de l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Et de cela, ça diminue donc la mortalité cardiovasculaire globale et la mortalité d'origine cardiovasculaire. Donc, il faut savoir que le système rénine-angiotensine a une expression donc, très prononcée et très altérée en cas d'insuffisance rénale chronique. Et d'ailleurs, c'est ce qui est par le biais d'une vasoconstriction de l'artériole efférente. Nous allons donc avoir une pression intraglomérulaire augmentée. C'est ce qui est responsable de cette protéinurie donc, massive. Et la protéinurie, donc, elle est toxique au niveau du tubule rénal et avoir donc provoqué donc, une dysfonction de l'endothélium de ce tubule et également donc, une dysfonction endothéliale en général. Les IEC, les ARA2 interviennent généralement ici en levant l'obstacle de cette vasoconstriction. D'ailleurs, c'est les seuls qui sont recommandés. Il ne faut pas avoir peur d'initier et de maintenir le traitement IEC-ARA2 par les cardiologues parce que souvent, dès qu'on a une altération de la fonction rénale, on confie le malade. C'est vrai qu'il faut confier le malade, mais il faut rester vigilant. On doit obtenir un déclin transitoire de la fonction rénale, mais qui doit rester moins de 30%. Sinon, s'il devient important, il faut rechercher une autre cause intercurrente, AINS, déshydratation, une sténose bilatérale des artères rénales. Il faut corriger, puis reprendre à plus petite dose, donc avec titration très progressive, et patience, obstination et sang-froid avant de confier le malade. L'abaissement de la PA à 13,8 et la réduction de la protéinurie a formellement démontré un impact freinateur sur la vitesse de dégradation de l'insuffisance rénale chronique. IEC et ARA2 sont considérés à ce jour comme les médicaments de choix chez les patients avec une maladie rénale chronique. D'ailleurs, dans les néphropathies, pour la réduction, donc c'est les bloqueurs du système rénine-angiotensine qui ont une recommandation très forte de niveau A1A, donc en cas de présence de microalbuminurie ou bien protéinurie massive. Donc, c'est les seuls d'ailleurs qui sont recommandés pour obtenir donc, cette baisse du chiffre tensionnel et la préservation de la fonction rénale. Ce sont des médicaments néphroprotecteurs. Juste un petit mot pour les statines, parce que souvent nous avons tendance donc, à oublier les statines chez les insuffisants rénaux. Il faut savoir, comme je l'ai dit, l'insuffisant rénal chronique, c'est un malade qui a donc un processus athéroscléreux très prononcé. Il a une athérosclérose donc, très rapide. Donc, les statines doivent être initiées. Ici, il faut obtenir un effet bénéfique. Il faut les commencer dès les premiers stades de la maladie, avant le stade 5. Et bien sûr, surtout, pas avant la dialyse. Plusieurs méta-analyses ont essayé d'évaluer l'utilisation des statines chez les malades insuffisants rénaux, qui ont regroupé donc, plusieurs patients, et donc qui ont montré l'innocuité de ces statines. Donc, l'une des plus grandes méta-analyses qui a été réalisée, donc, qui a montré, qui a rassemblé plus de 48 000 patients, a montré donc un effet bénéfique avec une réduction de 23% pour toutes les statines confondues, des événements cardiovasculaires majeurs, 18% donc des événements coronariens et 9% de la réduction de mortalité. Certains vont se dire que les statines sont plutôt néphrotoxiques. Non, au contraire, ils sont néphroprotecteurs et pas d'effet sur donc, la myopathie, donc les douleurs musculaires, 2%. Sur les effets musculaires comme chez les sujets normaux. D'ailleurs, c'est à cause de ça que à cause des études, surtout les études Sharp, les néphrologues
utilisent les statines donc, de façon plus importante que les cardiologues. L'évaluation du bilan lipidique, elle est obligatoire chez le malade insuffisant rénal. Donc il faut faire un statut lipidique complet, cholestérol total, HDL, LDL et triglycérides. C'est des recommandations 1C. Un insuffisant rénal chronique, stade 3 jusqu'à stade 5, doit bénéficier de l'utilisation d'une statine ou statine ezetimibe. C'est ça suite aux études de CHA, classe 1A. Plus de 50 ans, stade 1, donc insuffisance rénale classe 1 ou classe 2, également doit bénéficier de la prescription d'une statine. Pour les insuffisants rénaux chroniques, moins de 50 ans, c'est-à-dire ils sont jeunes, c'est une classe 2A. On utilise la statine que si nous avons donc un problème coronarien associé, infarctus, cerebrovascularisation, un diabète, une ischémie ou ABC, et également un score de risque supérieur à 10%. Que font les statines chez l'insuffisance rénale chronique? L'IRC est reconnu comme facteur de risque équivalent à une maladie coronarienne. Pour ces patients, une diminution de LDL est recommandée comme objectif primaire de traitement. La diminution donc réduit le risque de maladie cardiovasculaire chez l'IRC et doit être envisagée. Les statines donc, doivent être envisagées pour ralentir modérément la perte de la fonction rénale et protéger le patient contre le développement de l'IRC nécessitant une dialyse. Étant donné que les statines ont un effet bénéfique sur la protéinurie pathologique, elles doivent être envisagées chez les patients atteints d'IRC stade 2 et 4. Donc pour la néphroprotection, j'insiste bien sur les bloqueurs du système rénine-angiotensine et sur les statines. Ça, c'est un tableau, donc l'utilisation des statines en fonction du débit de filtration glomérulaire. Et puis l'étude Sharp qui a montré donc un bénéfice important chez les hémodialysés pour utiliser la statine, surtout la simvastatine. Donc néphroprotection égale cardioprotection. Si on veut protéger le cœur, il faut d'abord commencer par le rein. Si on veut protéger le rein, il faut également traiter les facteurs de risque cardiovasculaire. Et je vous remercie.